Yaorana Kuraora, c'est un secteur en plein essor depuis déjà plusieurs dizaines d'années et qui a un potentiel énorme. L'économie bleue, qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi est-ce que c'est un pilier incontournable pour l'avenir économique de la Polynésie française aujourd'hui? Deux experts vont nous répondre à nos questions justement. Nous avons Heifara Trafton, directeur du Centre des métiers de la mer de Polynésie française, un acteur clé dans la formation et le développement des métiers liés à la mer en Polynésie. Yaorana. Yorana. Et puis en face, nous avons Stéphane Pérez, PDG du chantier naval Pacifique Sud et président du cluster maritime de Polynésie française, encore une fois un acteur majeur du secteur maritime local, Irana. Yorana. Alors quels sont les métiers d'avenir dans ce domaine et comment peut-on y accéder? Quel est vraiment le potentiel de ce domaine? L'économie bleue, les métiers d'avenir, c'est votre sujet dans Manava, votre émission Info Service. Alors, selon l'ONU, près de 60 millions de personnes dans le monde sont employées dans la pêche ou l'aquaculture. Il y a presque 10 ans, la production halieutique et aquacole mondiale a représenté environ 171 millions de tonnes avec une valeur estimée à 362 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de chiffres. Alors, dans un pays comme le nôtre, entouré d'eau à perte de vue, on pourrait se dire et à raison que l'économie bleue, finalement, ça représente un vrai potentiel et pourrait même bien être la clé de l'avenir économique du Fénois. Mais attention, l'économie bleue, ça n'est pas que la pêche. Justement, Efara, on va commencer avec toi. L'économie bleue, comme je viens de le dire, c'est l'ensemble des métiers liés à l'océan, c'est ça? Alors, c'est l'ensemble des métiers liés à la mer, à l'océan, liés à l'économie maritime, comme on l'entend. Mais c'est à la fois la pêche traditionnelle, c'est à la fois aussi les métiers du commerce, de la marine marchande, mais aussi du tourisme, de la croisière, du transport maritime, de l'énergie des mers, l'énergie marine. Donc on a vraiment beaucoup de métiers, en fait, beaucoup de secteurs au niveau de l'économie bleue. D'accord, on parle non seulement de tourisme, de transport. Stéphane, on parle d'énormément de métiers, même ceux qui sont liés à la mer, mais qui ne sont pas forcément sur mer, c'est ça? Effectivement, nous, au titre du cluster maritime, on a identifié une vingtaine de secteurs différents. Mhm. Et effectivement, l'économie bleue ou les métiers liés à la mer ne sont pas forcément des métiers où on est sur la mer ou embarqué. C'est aussi des métiers où on peut être à terre. Je parle par exemple de tout ce qui touche à la maintenance navale, la réparation navale. Je parle aussi de tout ce qui est énergie marine renouvelable, où effectivement, ça se passe en mer, mais c'est traité à terre. Donc, les domaines sont très, très vastes et les opportunités sont multiples, en fait. Et comme je le disais dans mon introduction, pour un pays comme le nôtre entouré d'eau, c'est d'autant plus important de pouvoir parler concrètement d'économie bleue. Eh bien, deux chiffres tout simplement, hein, 5 millions de kilomètres carrés, voilà, la plus grande ZE nationale, et 99,9% de lagons et d'océans, donc un potentiel développement énorme compte tenu de notre situation géographique. C'est un petit peu pour ça finalement, Efara, que ce domaine, c'est un pilier d'avenir. Alors c'est un pilier d'avenir puisque beaucoup de nos métiers, beaucoup de nos activités en fait sont liées à la mer. On a bien sûr des activités liées à la terre, à l'agriculture, aux services, mais lorsqu'on regarde bien autour de soi, on a la majorité des métiers qui ont forcément un lien connexe avec des métiers maritimes, avec du transport, avec en fait tout ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire la mer. Justement, hein, par rapport à ça, il y a des avantages que cette économie peut apporter. Tu nous donnais l'exemple que beaucoup de métiers sont en lien avec justement l'économie maritime. C'est dans ce sens que ça représente beaucoup d'avantages. Alors c'est dans ce sens puisque, comme Stéphane le disait, on a des métiers qui sont vraiment liés aux bateaux, aux maritimes eux-mêmes, mais on a aussi des cuisiniers, on a aussi des hôtesses, on a aussi des gens qui sont à terre dans des guichets qui accueillent des gens. Donc on a vraiment toute une panoplie de métiers qui sont autour en fait des métiers liés au maritime. On n'a pas que des gens sur des bateaux, on n'a pas que des gens en mer, on a des gens aussi à terre. Et c'est parfait puisque ça nous permet une transition vers ces métiers. Là, on vient de parler des différents métiers qui peuvent exister. Alors, il y en a énormément d'autres, mais il y a déjà des filières actives sur le territoire, Stéphane, et d'autres qui sont en plein développement. Oui, par exemple, alors, tout ce qui est transport maritime interinsulaire, tout ce qui concerne le charter nautique, tout ce qui concerne bien sûr la pêche, qu'elle soit lagonaire, hauturière ou côtière. Et après, il y a des métiers innovants liés effectivement donc à tout ce qui touche à l'énergie marine renouvelable, que ce soit au niveau du SWAC, au niveau des projets d'énergie thermique des mers.
Au niveau de l'aquaculture aussi, et le développement, par exemple, de la biocosmétique, là aussi, il y a des secteurs qui peuvent être porteurs dans le futur. Donc, on a ce gros avantage d'avoir une mixité entre secteurs traditionnels et secteurs innovants qui nous permettent d'offrir un panel d'opportunités aux jeunes pour des métiers d'avenir, en fait. Tu nous parlais de certains métiers qui existent déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que parce que ça existe depuis dizaines d'années, il n'y a pas d'évolution? Bien au contraire, il y a toujours une évolution dans la manière de faire. Il y a une évolution. Enfin, la pêche hauturière, qui est un domaine que je connais un petit peu, qui a commencé à se développer dans les années 90, n'a plus rien à voir avec la pêche hauturière qui est pratiquée aujourd'hui. Il y a eu une évolution justement des compétences, une évolution des navires de pêche, une évolution, même si la technique de pêche est restée la même, il y a eu des évolutions techniques au niveau des moyens mis en place. Maintenant, on a effectivement des données satellites qui permettent d'identifier au mieux les zones de pêche. Donc, on vit quand même avec notre temps, même si ce sont des secteurs qui sont développés des fois il y a 30, 40 ou 50 ans. Dans la même idée, finalement, Farah, on parle d'évolution. Il y a aussi des métiers d'avenir, des métiers de demain qui sont soit en cours finalement de formation, j'ai envie de dire, et qui vont arriver ou finalement, est-ce qu'il y a encore des innovations possibles en termes vraiment de métiers, de formation, de compétences? Alors, en termes de métier de formation, on a, comme ces femmes le disaient aussi, on a des évolutions. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une salle des machines. Une salle des machines dans un bateau n'est pas forcément la même il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Donc, on a des bateaux qui s'adaptent aussi à la technologie. On a de plus en plus d'électronique. Donc, les bateaux et les navires évoluent beaucoup, ce qui signifie que les formations et les métiers doivent évoluer avec le temps également. On a des métiers qui peut-être n'existent pas encore, mais qui vont être présents demain. On pense beaucoup aussi à l'intelligence artificielle. On a beaucoup d'intelligence artificielle au niveau de l'aviation, un peu moins dans le maritime. Donc, est-ce qu'on va essayer aussi évoluer vers ces nouvelles technologies? Mais en tout cas, ce sont des métiers, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont toujours traditionnels, mais qui évoluent eux-mêmes. Stéphane, ça veut dire que, vu ce que vient de dire Farah, ça veut dire qu'il y a des évolutions qui sont logiques, mais des compétences qui vont être recherchées, qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais qui vont être recherchées à l'avenir? Effectivement, pour répondre à ta question et pour rebondir sur ce que dit Farah et pour reprendre par exemple le transport maritime, qui est un secteur traditionnel, mais qui a face à lui des défis importants, notamment liés à la transition écologique. Et un des principaux défis du transport maritime, c'est la décarbonation de ces modes de propulsion. Que ça soit au niveau du solaire, au niveau du vélique. Et là, effectivement, ça va faire appel à des compétences qui ne sont plus les mêmes. C'est quelqu'un qui travaillait dans une salle des machines il y a 40 ans. Aujourd'hui, il va se retrouver, par exemple, avec un système de turbo-voile. Je prends l'exemple d'un bateau qui va desservir les Australes, qui va arriver en 2026, je crois, qui sera équipé de turbo-voile, donc une propulsion alternative pour permettre de réduire son empreinte écologique. Donc ça, effectivement, ça va nécessiter des compétences qu'il faudra développer et mettre en place. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que ça ouvre, hélas, pour des métiers qui sont trop mal connus, mais qui méritent de l'être, en fait, et qui offrent des opportunités multiples, comme je l'ai dit, à terre comme en mer. C'est quoi qui fait que ces métiers sont mal connus? Peut-être qu'il y a une réticence de la part des jeunes et des moins jeunes à travailler dans ce domaine. On parle de métiers qui sont parfois contraignants, longs, difficiles. On est obligé de partir, pas systématiquement, j'ai l'impression. Effectivement, non, on n'est pas si... Mais c'est vrai que ce sont des métiers qui sont généralement, quand on parle de métier maritime, on parle de métiers difficiles, on parle de métiers contraignants au sens où il n'y a pas vraiment de week-end ou quand on est embarqué, effectivement, on est embarqué et on travaille 7 jours sur 7 et on ne touche pas terre pendant des fois plusieurs semaines. Mais je pense que ça attire aussi des gens qui sont passionnés, qui ont déjà une culture maritime. Et en Polynésie, on peut parler vraiment de culture maritime de par notre histoire. Hein. Et je pense qu'il faut lutter contre ces idées reçues de métiers difficiles. Et comme on l'a dit depuis le début, ce ne sont pas que des métiers embarqués. Il y a des opportunités à terre qui sont énormes également et qui nécessitent... parce que des bateaux, pour qu'ils naviguent, il faut les réparer. Et pour les réparer, ça se fait à terre. Donc il faut des compétences locales basées à terre également. Voilà. Donc le champ des possibles est très vaste. Et ça me permet une transition parfaite, puisqu'on va parler de formation, Farah, pour ceux et celles qui seraient justement intéressés par ce domaine. Comment est-ce qu'ils sont formés? Il y a des structures, en particulier le CMMPF? Alors effectivement, on a le CMMPF qui est un acteur majeur depuis plus de 50 ans. Nous avons 50 ans d'existence. Mais pas seulement, puisque d'autres organismes de formation aident aussi, tels que le CFPA au niveau de la maintenance maritime. On a aussi la DRM au niveau de l'aquaculture.
On a beaucoup d'autres organismes privés, quelques organismes privés qui font aussi de la formation. Mais c'est vrai qu'en termes de volume, le CMMPF forme beaucoup puisqu'on a chaque année entre 500 et 700 étudiants. On forme aussi avec beaucoup de partenaires, à la fois en Polynésie mais également en France. Et ça permet aussi de vous parler de nos préinscriptions qui sont actuellement ouvertes, puisqu'on fonctionne en année civile, donc la rentrée chez nous c'est en janvier, et on fait actuellement les préinscriptions jusqu'au 30 octobre. Donc ça permet justement, si vous souhaitez vous inscrire, de vous inscrire au CMMPF. Pareil, il n'y a pas de passerelle à proprement parler pour ceux qui aimeraient faire une reconversion vers ces secteurs, mais par contre, il y a un accompagnement dans ce sens? Alors oui, on a bien sûr parfois des personnes jeunes, mais on a des personnes beaucoup plus âgées qui sont en reconversion professionnelle et qui viennent au CMMPF justement pour se former, changer de métier, changer d'avenir, puisque j'ai parfois justement des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà un métier en fait, mais qui souhaitent en fait s'orienter vers des métiers du maritime parce que dans leur famille, ils ont vu que l'oncle, la tante, les cousins travaillent sur des navires et qu'ils sont intéressés, qu'ils ont toujours vécu comme ça et qu'ils souhaitent en fait s'orienter. L'avantage aussi des formations professionnelles au CMMPF, c'est la durée, puisque pour être matelot, il faut simplement 3 mois de formation. En formation de matelot, vous avez un certificat et vous pouvez tout de suite travailler. Donc c'est aussi l'avantage des formations professionnelles, c'est la durée qui est assez courte pour une employabilité immédiate. Et pour compléter ce que disait Ifara, on peut aussi parler de tout ce qui touche à la formation initiale et du travail qui est fait ici par les lycées techniques professionnels, que ce soit en BEP, en bac pro. On peut aussi parler du travail qui est fait par le RSMA, par le service militaire adapté, qui permet également de former des jeunes au métier du maritime. Et ça doit être salué aussi. Donc on a l'avantage d'avoir un panel de formation, que cela soit au niveau privé, au niveau public, État et pays, qui est quand même important. Et finalement, il y a beaucoup de partenaires spécifiques dans ces domaines. Vous en avez déjà cité quelques-uns. Il y en a d'autres qui participent à l'évolution de cette économie bleue aujourd'hui? Oui, il y a également tout ce qui a trait aux instituts de recherche. Donc je pense au CRIOB, à l'IFREMER, qui participent également justement, qui travaillent sur cette économie bleue de demain et qui permettent aujourd'hui de réfléchir aux opportunités qu'on n'a peut-être pas encore identifiées et qu'on pourra identifier pour demain. Donc le partenariat avec les instituts de recherche et avec l'université, effectivement, qu'il ne faut pas oublier, est important. Et là aussi, nous, on les accompagne en tant que référent du milieu économique, en fait. D'autres partenaires éventuellement avec qui vous travaillez directement avec le CMMPF? Alors effectivement, on est en partenariat avec beaucoup d'instituts. Le RSMA est un partenaire depuis de nombreuses années. Les affaires maritimes, qu'elles soient d'État ou de la Polynésie, donc le CEAM ou la DEPAM, on travaille avec eux, mais quasiment quotidiennement. Et enfin, la DRM, Direction des ressources marines. Donc, toutes ces structures, finalement, permettent cette évolution de cette économie bleue, ce qui est important aussi à souligner. On en a parlé très rapidement, mais j'aimerais bien qu'on puisse revenir là-dessus. On parle de ressources marines, Stéphane, mais finalement, on allie économie locale et préservation de l'océan, finalement, dans cette économie bleue, d'une certaine manière. Je pense que le meilleur exemple, c'est notre modèle de pêche polynésien. C'est-à-dire on a une pêche qui est éco-responsable, qui est labellisée, qui a un label international qui vient appuyer cette éco-responsabilité. Aujourd'hui, par le type de pêche, par le nombre de navires, par le fait effectivement que seuls les thoniers immatriculés en Polynésie peuvent pêcher dans nos zones. On doit aussi saluer l'action de l'État en mer qui permet une surveillance de notre ZE vraiment, vraiment performante et importante. Donc aujourd'hui, notre modèle de pêche polynésien est à lui-même symbole de cette volonté de préserver notre ressource. Ça veut dire, Ifara, d'une certaine manière, que la croissance du secteur, de l'économie bleue, peut vraiment être aller de pair avec la protection de l'environnement à proprement parler. Effectivement, la croissance du secteur va de pair avec la protection de l'environnement, puisque dans nos cours, dans nos formations, on insiste de plus en plus sur ces aspects environnementaux. Avec la direction polynésienne des affaires maritimes, on est en train de réfléchir à la mise en place aussi de modules spécifiques de préservation d'environnement, de manœuvres et de techniques anti-collision avec les baleines ou les tortues. Donc on a vraiment aussi cette envie de faire évoluer les référentiels de formation, d'inclure beaucoup plus de
de sensibilisation à l'environnement auprès de nos étudiants et de nos élèves aussi. Ce dernier point est intéressant puisqu'il y a justement une campagne qui est menée actuellement autour des collisions. C'est important de pouvoir aussi mettre en avant ce genre de campagne. Oui, donc Temana ou Temoana, qui est une association bien connue du grand public, a œuvré et a mis en place, et vous le voyez aussi sur les antennes actuellement, une campagne d'évitement et d'anticollision à la fois des cétacés mais aussi des tortues, en partenariat avec la DEPAM, le CMMPF et la Direction de l'Environnement. Donc c'est à la fois pour montrer au grand public qu'il existe malheureusement depuis quelques années de plus en plus de collisions avec ces animaux qui ont bien sûr un impact à la fois sur l'être humain mais aussi sur l'animal, sur l'environnement. Et c'est avant tout le message c'est de faire attention, de faire de plus en plus attention et donc d'inclure ça aussi dans les pratiques de tous les jours, que ce soit le grand public ou les professionnels. Faire attention, respecter son environnement, finalement, ça va de pair, comme on le dit, avec l'économie bleue. Et justement, en préparation de cette émission, Stéphane, tu me parlais aussi d'un exemple concret sur lequel nous sommes premiers, c'est le SWAC. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui, alors le SWAC, c'est Seawater Air Condition, donc c'est la production de climatisation à travers l'eau des profondeurs. Et effectivement, on est leader mondiaux sur cette technologie qui a été développée il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, avec une première expérience pour un hôtel à Bora Bora, ensuite pour un hôtel à Tetiaroa, et ensuite plus récemment pour notre CHPF. Il faut savoir que notre hôpital, la clim de l'hôpital est produite grâce à ce système SWAC et donc avec l'eau des profondeurs. On a eu l'occasion de le visiter. Effectivement, là aussi, c'est une opportunité magnifique parce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'exporter cette technologie un peu partout dans le monde. Finalement, est-ce que tous les acteurs locaux sont suffisamment impliqués ? J'ai l'impression que oui, que ce soit dans l'économie à proprement parler, voire même de cette transition. On peut parler en particulier de l'ONU, en tout cas de l'UNOC qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Il y a eu beaucoup de représentants lors de ce voyage ? L'UNOC, c'est le symbole même du fait qu'on est tous des passionnés de ce secteur clé. D'ailleurs, on y était ensemble. Donc l'UNOC, c'était la troisième conférence des Nations Unies sur les océans qui a eu lieu à Nice au mois de juin avec plus de 100 pays représentés, plus de 60 chefs d'État. Et la Polynésie a particulièrement brillé par sa représentation puisque nous étions plus d'une centaine de personnes. Je crois qu'on était 110 exactement. Et ça a été l'occasion de mettre en avant la Polynésie, donc faire une vitrine de la protection des océans, notamment avec l'annonce qui a été faite par le gouvernement local et par le président de la création de la plus grande aire marine protégée au monde, donc de 7 millions de kilomètres carrés, donc l'AMP de Polynésie française. Et ça a permis d'avoir tous les feux, tous les projecteurs de l'UNOC braqués sur la Polynésie. Et ça a été une formidable vitrine pour nous tous. Et ça réunissait aussi bien des gens du monde associatif, de la biodiversité, de la protection de l'environnement, comme du milieu économique. Effectivement, il y a eu plusieurs articles dans divers médias, même internationaux. Ton regard, à toi, Heifara, vu que tu étais sur place aussi à l'UNOC, sur l'implication finalement de tous ces acteurs locaux, que ce soit des associations, des entreprises ou même des administrations ? En fait, en résumé, par rapport à notre participation à l'UNOC, c'est surtout notre implication justement et la dynamique. C'est-à-dire qu'au niveau de la dynamique de la Polynésie française, les acteurs dans l'économie bleue sont tous des passionnés, sont tous dynamiques et on essaie tous ensemble de faire avancer les choses. C'est une chose aussi qui est assez particulière puisque au niveau du maritime, on n'est pas en fait en guéguerre les uns contre les autres. Au contraire, on essaie de faire avancer les choses ensemble. On n'est pas forcément tous d'accord, mais l'avantage, c'est qu'on discute, on parle et on essaie de faire avancer tant au niveau des métiers que des dossiers sur le maritime, puisqu'on est conscient qu'autour de nous, on a la mer et on ne vit que de la mer, en fait. Et pour pouvoir en savoir plus finalement sur tous ces métiers de la mer, le 7 et le 9 octobre, il y a le Forum de l'économie bleue. Avant de parler finalement de l'édition qu'il y aura cette année, Stéphane, un retour peut-être sur ce qui évolue finalement au fur et à mesure des discussions qu'il y a autour de ce secteur ? Oui, alors nous on organise, le cluster maritime organise tous les ans un forum de l'économie bleue avec des thèmes différents. Par exemple, l'an dernier, c'est tout ce qui touchait aux connectivités maritimes. Cette année, justement, et ça tombe bien puisque c'est aussi le thème de l'émission, ça sera sur l'attractivité des métiers de la mer. Oui. Et on essaye à chaque fois de varier les thèmes. On a parlé d'infrastructures portuaires. Donc on essaye à chaque année de choisir un thème différent, ce qui montre aussi la diversité des thèmes liés à l'économie bleue. Le but ensuite, c'est de pouvoir porter ces messages au niveau local, mais aussi au niveau national,
puisque généralement, donc ça c'est au mois d'octobre, c'est le forum, et généralement on se déplace également au mois de novembre en métropole pour les assises de l'économie de la mer, qui sont le grand rendez-vous annuel du monde économique maritime. Cette année, ça sera à La Rochelle. Donc, quand on ira à La Rochelle, on pourra porter les messages qui seront issus notamment de ce forum de l'économie bleue. Et c'est quoi l'objectif final? Est-ce que c'est de pouvoir attirer des gens dans ces métiers de l'économie bleue? Est-ce que c'est sensibiliser les gens à l'importance de ce domaine? Ou finalement, juste de pouvoir en parler et intéresser un peu plus les différents secteurs, les différents partenaires locaux? Ah non, là, concrètement, le but de ce forum, c'est justement de promouvoir l'attractivité de ces métiers du maritime. Après, plus généralement, la mission du cluster, c'est d'être force de proposition au niveau des pouvoirs publics, que ce soit au niveau du gouvernement local, au niveau de l'État, au niveau des différents services, État ou pays, et également auprès de la population et du grand public, d'avoir une politique de sensibilisation à tout ce qui touche à l'économie maritime. Et pour montrer qu'effectivement, l'économie maritime, certes, il y a le mot économie dedans, mais il y a aussi pour moi le mot développement et développement du fénois. Donc finalement, on parle d'attractivité des métiers, hein, c'est bien ça Stéphane. Bien ça. Et donc avec l'émission que l'on a aujourd'hui qui porte bien son nom, hein, finalement, l'économie bleue, les métiers d'avenir, ça serait le message de fin finalement que l'on peut avoir sur cette émission Haifara, c'est de pouvoir faire comprendre aux jeunes ou aux moins jeunes que l'économie bleue, c'est un domaine de perspective, c'est un domaine d'opportunité. Oui, donc pour rebondir sur ce que Stéphane dit, effectivement, l'attractivité des métiers, on s'est rendu compte que les métiers sont très peu connus. Les métiers du maritime, on ne les connaît pas forcément. Je vous donne un exemple. Un commandant de bord sur un avion, on sait ce qu'il fait. Une hôtesse, on sait ce qu'elle fait. Dans une salle des machines, dans un bateau, lorsqu'on fait la traversée de Tahiti-Moréa, on ne se rend pas compte de toutes les mains, de toutes les personnes qui sont en train de travailler, que ce soit en machine, sur la passerelle. Donc en fait, c'est un petit peu ça qu'on veut montrer, c'est la connaissance du métier, de savoir ce que fait quelqu'un au quotidien sur un bateau, à terre, dans des métiers difficiles ou moins difficiles, la rémunération, tout ça, ce sont des choses qu'on veut en fait mettre en avant et mettre en valeur. Aujourd'hui, on parlait d'économie bleue, ce qui est non seulement un secteur clé pour l'avenir de la Polynésie française, mais aussi une opportunité. On parle d'innovation, de formation, de collaboration. Ça sera les maîtres mots de notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à notre émission. Pour terminer, on va se diriger vers nos questions express, votre nouvelle rubrique finalement. Et notre équipe a rencontré David Alouche. Il nous parle de cet équilibre entre écologie et économie en images. Bonjour, je m'appelle David, j'œuvre au sein de la société Sail Tahiti qui fait partie du groupement Taimoana des activités nautiques et donc on est une partie intégrante du MEDEF de Polynésie, donc je suis administrateur à ce titre. Bien entendu, en Polynésie, on est entouré par l'océan, donc l'économie bleue, l'économie de l'océan, en fait c'est crucial et pour nous tous qui œuvront dans la société civile à travers les entreprises qu'on a l'honneur de diriger, et c'est là qu'est l'avenir et que doivent se concentrer nos efforts. Pour les entreprises locales, ça veut dire réfléchir en permanence à comment enrichir la société dans son ensemble grâce à l'océan tout en préservant l'océan. C'est réfléchir à comment on trouve cet équilibre de développement entre la préservation et la création d'emplois pour tous. La mesure la plus concrète qu'on peut prendre, c'est vraiment d'investir dans le renouvellement et l'agrandissement de notre flotte de bateaux de tous les types, donc les bateaux de pêche bien entendu, petits et plus grands, les bateaux de transport inter-îles, les bateaux de tourisme, de charter nautique notamment, qui sont un mode d'hébergement touristique qui se développe et qui est très intéressant par le peu d'impact qu'il a justement sur l'environnement. Et puis la mise à jour des infrastructures portuaires et de marina pour accueillir tous ces navires et leur permettre de tourner le mieux possible tout en polluant le moins possible. C'est là qu'on a besoin également de la communauté scientifique pour nous aiguiller sur les bonnes pratiques, les bons niveaux d'investissement et vraiment ce développement harmonieux
et qui passe fort heureusement par les technologies de plus en plus modernes qu'on a, le fait qu'en Polynésie on a une pêche qui est une des plus respectueuses de l'environnement qui soit. Mais il faut aussi se protéger, et là c'est le rôle de la France à nos côtés, se protéger contre les puissances étrangères qui viennent graviter autour de nos eaux pour essayer de prélever le maximum de ressources. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre là-dessus. De retour sur notre plateau, comme d'habitude en fin d'émission, on vous donne les meilleures références et on va commencer avec le site du CMPF, cluster-maritime.pf, tout simplement, avec beaucoup d'informations sur l'économie maritime du Fénois. Et l'onglet qui va vous plaire très certainement, c'est celui des formations. Ils vous redirigeront vers plusieurs centres, dont notamment l'Université de la Polynésie française. Par exemple, vous avez aussi le CMMPF et, transition parfaite, le site du CMMPF, le Centre des métiers de la mer de Polynésie française, donc www.cmmpf.pf. Si le domaine vous intéresse, vous avez les grandes lignes concernant l'établissement, bien sûr, mais surtout les formations disponibles. Je vous les donne très rapidement, il y en a plein d'autres, mais il y a des formations marines marchandes, formations de pêche, perliculture ou autres formations spécifiques, parce que oui, il n'y a pas que de la pêche quand on parle d'économie bleue, et dans le doute, vous avez leur contact. Justement, on rappelle très rapidement le 7 et le 9 octobre à la présidence, ça sera le forum de l'économie bleue. N'hésitez pas à prendre contact avec les différents acteurs qui étaient présents sur notre plateau aujourd'hui pour vous renseigner, et j'en profite justement pour vous redire merci d'avoir participé à cette émission. Merci. C'est déjà la fin de notre émission, les amis. On se retrouve très bientôt. En attendant, passez une très bonne soirée sur TNTV à 18h. Votre revue à Tahiti, Maururu Itotato Farerera, Trahoma, Parheana.